Salut, on est les étudiants et étudiantes Relais Santé de Lyon 1, tu nous as peut-être déjà croisés sur ton campus, en soirée ou sur les réseaux. Dans cette série de podcasts, on parle sexualité, relations, addiction et d'autres sujets qui nous concernent, nous, les étudiants et étudiantes. Tu peux discuter avec nous sur les réseaux ers.lyon1, Instagram et Facebook, ou par mail ers@univ-lyon1.fr. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à appeler le service santé universitaire 04 27 46 57 57. Tu pourras discuter avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, on parle de consommation et aussi d'addiction au cannabis. 2 étudiantes nous ont envoyé leurs témoignages. Mais avant, on écoute la docteure Caroline Combe, directrice du SSU, qui va nous apporter un point de vue professionnel sur la consommation de cannabis. Bonjour, je suis Caroline Combe, médecin généraliste au centre de santé pour les étudiants de Lyon 1. J'ai été sollicitée par les étudiants Relais Santé pour vous parler de cannabis, de ses effets et de leur consommation chez les étudiants. Pour commencer, je voulais vous donner quelques chiffres. Près de la moitié des étudiants ont déjà consommé du cannabis dans leur vie, 1/5 l'ont rarement fait et 27% plus fréquemment. C'est des données de l'Observatoire de la vie étudiante. Il existe des forts écarts dans la consommation de cannabis en fonction de l'origine sociale. 59% d'origine sociale populaire n'en ont jamais consommé, contre 48% d'étudiants d'origine sociale élevée. Il existe des écarts également en fonction de l'âge. 61% des moins de 20 ans ont consommé, contre 50% des 23-25 ans. Donc c'est un sujet chez les étudiants. Qu'est-ce que le cannabis ? Le cannabis est un terme dérivé du grec cannabis, qui signifie plantation de chanvre. C'est une plante dont certaines variétés produisent une résine qui est riche en cannabinoïdes et notamment en THC, à l'origine de leurs propriétés psychoactives. On l'appelle marijuana en Amérique du Sud, zamal à la Réunion, pacalolo dans le Pacifique. Le cannabis contient plus de 60 composés, parmi lesquels le THC et le cannabidiol. Le THC est le principal agent qu'on appelle psychodysleptique. C'est celui qui perturbe les fonctions psychiques. C'est celui qui agit effectivement comme inducteur des effets psychotiques. Et le second, le cannabidiol, au contraire, c'est celui qui est chargé des vertus hypnotiques et neuroprotectrices. Et c'est celui qui pourrait être prometteur dans le cadre d'indications thérapeutiques. La teneur en THC constitue un critère de sélection fondamental. La limite légale en France est fixée à 0,3% de matière sèche. Dans nos régions, la plupart des cultivateurs sont clandestins, produisent des cultivars de cannabis très fortement concentrés, avec des teneurs qui peuvent dépasser 8% et certaines atteignent 12 à 15%, autorisant du coup la fabrication d'hachis particulièrement puissant lui aussi. Le cannabis a donc une concentration de THC qui est très variable en fonction de sa préparation et de la provenance du produit. En tout cas, on sait que leur concentration est beaucoup plus élevée que par le passé. Il peut se consommer sous forme d'herbe, de résine ou d'huile et parfois peut être consommé sous forme de gâteau ou d'infusion. Quelle que soit sa forme, résine-herbe, le hashish peut être coupé avec des substances plus ou moins toxiques et on peut trouver par exemple du henné, du cirage, de la paraffine, du sable, de la farine, de la silice, du verre, bref plein de choses pas cool. Je rappelle que c'est un produit dopant interdit lors des compétitions sportives et que c'est un stupéfiant, sa culture est interdite, il ne peut être également utilisé comme médicament et donc la prescription thérapeutique n'est pas actuellement permise en France. Alors on va commencer avec un témoignage d'une étudiante, donc du nom d'Anaïs. Donc Anaïs, elle fume depuis 8 ans du cannabis et elle a commencé pour essayer et pour être défoncée, mais maintenant en fait elle continue à en fumer quotidiennement pour le plaisir. Elle nous dit fumer en moyenne 3 joints maximum par jour et surtout le soir après le travail. Pour Anaïs, c'est devenu une habitude et un plaisir car elle nous dit aimer avant tout le goût de la weed. Elle pense que sa consommation de cannabis n'est pas une problématique. Elle connaît les conséquences, mais elle trouve que la prévention pour les plus jeunes est importante à faire. Elle considère que le cannabis n'est pas un problème en soi, pas plus que la cigarette ou l'alcool, qui fait beaucoup plus de morts ou de malades chaque année. Elle pense que la problématique, c'est plutôt de savoir pourquoi on en prend, si c'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et qu'il est important de savoir gérer sa consommation pour ne pas devenir un légume sans volonté, nous dit-elle. Et évidemment, il faut en connaître les risques. Par contre, le fait que cela peut apaiser des tensions physiques et ou mentales, comme en créer des nouvelles d'ailleurs, est plus problématique, nous dit Anaïs, dans le sens où certains consommateurs risquent de tomber dans ce cercle vicieux. Mais elle est consciente que cela peut être dangereux. Non seulement par rapport à la consommation que l'on en fait, mais aussi dans certains cas, quand, par exemple, ça nous empêche de régler le vrai problème du fond qui nous pousse à cette consommation. Le danger reste dans l'utilisation qu'on en fait et dans la représentation qu'on en a. Comme le dit Anaïs, le cannabis est moins nocif qu'une cigarette ou que de l'alcool. Et quand on fume de la beuh, on ingurgite beaucoup moins de merde que quand on fume une cigarette.
Son point de vue est qu'un jeune va être en quête de nouvelles sensations et va vouloir voir comme de la drogue. Mais c'est souvent intriguant la drogue chez les jeunes et le fait que ça soit illégal, ça accentue inconsciemment l'envie d'en prendre. Au niveau des gens en dépression, elles pensent qu'ils peuvent trouver du réconfort en consommant cette substance et qu'elle permet de s'échapper quelques heures et de planer. Selon notre étudiante, l'addiction se passe surtout dans la tête. On est accro à la substance en soi. On est accro à la sensation que ça nous fait surtout. Au goût que ça a et ce que ça représente. Au début, elle fumait parce qu'elle adorait les effets. Et puis, les années ont passé et quand elle est partie en voyage, elle a réussi à arrêter du jour au lendemain. Parce que son voyage lui avait donné des nouvelles sensations encore plus fortes que les joints. Mais quand elle est revenue, elle a recommencé parce qu'elle était entourée de fumeurs et... Mais voilà, et ensuite, surtout pour retrouver le goût. Et c'est comme ça que, pour elle, ça s'est transformé en addiction. Maintenant, elle fume principalement pour le plaisir du goût de la weed, moins pour ses effets. Elle nous dit qu'il y en a qui prennent bien une bière ou un bon verre de vin ou de l'alcool en rentrant des cours ou du travail. Mais pour elle, c'est le joint. À chacun son addiction, nous dit-elle. Dans son témoignage, Anaïs nous dit que le cannabis est moins nocif qu'une cigarette ou que de l'alcool. C'est compliqué d'établir une hiérarchie de nocivité sur ces substances. L'impact dépend de l'individu, de son état psychique et physique, ainsi que du mode de consommation et des quantités. Elle nous dit aussi que l'addiction se passe surtout dans la tête. Néanmoins, il ne faut pas minimiser la dépendance physique, qui reste un indicateur important de l'addiction. Des symptômes de sevrage peuvent apparaître après l'arrêt de la consommation. De plus, dans le cas d'addiction à l'alcool, par exemple, un arrêt brutal sans soutien médical peut causer un délirium très mince, amenant parfois au décès. Ensuite, elle nous explique qu'elle a recommencé parce qu'elle était entourée de fumeurs. Effectivement, l'influence des pairs joue un rôle important dans la consommation, particulièrement pour le cannabis, considéré comme une substance sociale. Il est important de retenir que chacune fait ses choix et que nous devons respecter ceux des autres. On écoute maintenant Laura, ERS, qui partage le témoignage de Julie. Ayant découvert les effets euphoriques et récréatifs du cannabis en fin de première en compagnie de mon meilleur ami, j'ai assez rapidement combiné soirée et joint lors de mon année de terminale. Soucieuse des conséquences néfastes du tabagisme, je n'ai jamais fumé autre chose que des joints, la consommation de cigarettes n'ayant aucun intérêt à mes yeux. Bien que la fréquence de consommation ainsi que les quantités varient, fumer est souvent un moment de partage et de convivialité entre amis, où chacun profite des effets récréatifs sans abuser sur les doses. Bon, soyons honnêtes, il y a parfois quelques excès et dérapages. Actuellement, en classe préparatoire, à quelques semaines des concours, j'ai réduit ma consommation à 1 fois par semaine, le samedi soir avec des amis. On préfère se réunir autour d'un peu de fume, dehors dans un parc, avec de la musique, qu'autour d'une bière dans un bar. Mais le résultat est le même. Un moment de détente et de relaxation pour tout le monde. Néanmoins, le tableau n'a pas toujours été aussi rose et gentil. Il m'est arrivé, lors de périodes difficiles, de trouver refuge dans une consommation abusive de cannabis, jusqu'à 3 joints par jour dès la sortie des cours. Ce genre d'abus n'a pas vraiment d'effet dramatique sur le court terme. J'ai réussi à calmer la dépendance assez rapidement à l'aide de patchs et du soutien de mes proches, sans conséquence sur ma mémoire ou ma capacité d'apprendre. Cependant, sur le long terme, les effets sont dévastateurs. J'ai certains amis qui sont devenus totalement dépendants, le caractère changé, psychotique, dilapidant argent et études pour subvenir à leur addiction, et étant incapables de se modérer, encore moins de réduire. Ainsi, pour moi, la consommation de substances récréatives telles que le cannabis n'est pas plus nocive ou dangereuse que la consommation d'alcool. Elle comporte certes des risques qu'il faut prendre en compte, mais il est possible de combiner vie normale avec une consommation modérée qui sera alors appréciable et un bon moyen de se détendre. Attention à ce que la consommation ne reste qu'un moyen parmi d'autres et non l'unique moyen. La diminution de la consommation. Cela peut paraître contre-intuitif avec l'idée que l'on se fait du cannabis comme relaxant. Ça nous montre bien que chaque consommation est différente. Dans ce cas, se poser la question. Est-ce que je consomme pour apaiser une tension? Un stress? Auquel cas on peut trouver d'autres manières d'apaiser les tensions. Comme de la méditation, parler à un ami, écouter de la musique ou encore faire du sport. La connaissance de la source de la consommation peut aider à ajuster justement celle-ci en fonction de la période de sa vie. Il ne faut pas oublier que ces témoignages n'appartiennent qu'à ces étudiantes. Chacun a une consommation différente et c'est normal. Un consommateur modèle n'existe pas. Ce qui motive la consommation, c'est la recherche d'effets. Ces derniers varient en fonction du consommateur. Je laisse la parole à la docteure Combe. Alors, qu'est-ce que procure le cannabis? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les effets immédiats qui sont recherchés par les étudiants, c'est
la détente, le bien-être, une modification de perception. Il y a certains des étudiants qui nous disent en consultation qu'ils entendent mieux la musique. Certains nous parlent d'euphorie, accompagnée d'un sentiment d'apaisement, de légère somnolence. Mais parfois, certains symptômes s'associent à des malaises et une intoxication aiguë qu'on appelle un bad trip peut se produire. C'est des tremblements, des vomissements, une impression de confusion, d'étouffement, une angoisse très forte. Parfois, ce bad trip peut entraîner une psychose cannabique, qui est un désordre mental caractérisé par des hallucinations et des idées délirantes qui nécessitent une hospitalisation en urgence en milieu psychiatrique. Le problème, c'est que certains étudiants, certains jeunes, en fait, sont prédisposés et le cannabis peut révéler ou aggraver la manifestation d'une maladie mentale grave qu'on appelle la schizophrénie. Les individus, en fait, sont pas égaux face à ces troubles. La plupart qui l'expérimentent arriveront à maîtriser et peut-être à diminuer ou arrêter sans difficulté leur consommation. Mais pour d'autres, la consommation régulière et fréquente pourrait entraîner des troubles. Les préoccupations sont alors centrées sur la recherche, l'achat et la planification des consommations. C'est donc une addiction. Le cannabis entraîne également des effets néfastes sur la santé physique, le système respiratoire, puisqu'il est souvent associé au tabac et peut entraîner des cancers du poumon, de la gorge, de la bouche, cœur, le cerveau, les gencives et les dents. Certains étudiants nous parlent de difficultés de mémoire immédiate, de concentration, de vigilance, de prise de décision et d'attention. Certains consultent au service pour des difficultés de réveil, des absences à des cours, des échecs. Souvent, le problème n'est pas la consommation de cannabis, pas seulement, pas isolée, elle est souvent associée à d'autres consommations d'alcool, de tabac ou d'MDMA, d'autres produits psychostimulants, et en lien avec du mal-être. La prise en charge globale du coup proposée par les infirmières et les médecins du service permet d'identifier les problématiques autour de cette consommation. Et nous travaillons en partenariat avec les structures de réduction des risques locales. La liste est, si vous le souhaitez, sur notre site internet ssu@univ-lyon1.fr. Le lien entre psychose émergente et cannabis est maintenant avéré. Je pense qu'il faut avoir en tête que les étudiants consomment, que cette consommation est banale et que le problème c'est l'utilisation de cannabis pour des étudiants qui seraient à risque de psychose émergente. Et je pense que la recommandation est quand même l'abstinence pour ces étudiants qui présentent des signes de psychose émergente ou ont déjà une schizophrénie installée. Le centre de santé a mis en place un dispositif qui s'appelle Prioretu, dispositif qui est destiné aux étudiants qui ont déclenché une psychose émergente pendant leurs études. Ce dispositif permet de les maintenir dans les études. Des infirmières qu'on appelle des case managers les accompagnent tout au long de leur semaine pour leur proposer des aménagements d'études et d'examens avec les médecins du service et la mission handicap, ainsi que des points sur leurs symptômes, sur l'arrêt des substances, sur les signes de sevrage. Les professionnels du service de santé universitaire constatent cette consommation de cannabis qui est banalisée. Il me semble actuellement qu'elle ne fait plus peur. Le lien avec la schizophrénie interpelle les jeunes et c'est pour cette raison que nous sensibilisons les jeunes au travers de nos actions à limiter leur consommation, voire à l'arrêter lorsqu'ils sont à risque. Et si ces étudiants se posent des questions, je les incite à consulter les infirmières et les médecins du centre de santé ou les professionnels des centres dédiés à la consommation, les CJC et XAPA, dont la liste est située sur notre site internet ssu@univ-lyon1.fr. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire, exhaustive et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Tu pourras retrouver différentes infos sur le cannabis ainsi que sur de nombreuses autres substances addictives sur notre page Instagram, ers.lyon1. Si tu as des questions sur ta consommation, tu peux appeler le service de santé universitaire. De nombreuses structures sont aussi là pour t'accueillir et t'informer. Les consultations jeunes consommateurs, le CARUD, le XAPA et Drogue Info Service. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous suivre, ers.lyon1 sur Instagram et Facebook, pour plus de contenu autour des thématiques de vie sexuelle et affective, ainsi que d'addiction et de réduction des risques. Tu y retrouveras des quiz hebdomadaires, des posts d'actualité, des recettes et plein d'infos utiles. On est 8 étudiants et étudiantes relais santé et on travaille activement afin de t'informer, t'écouter et te conseiller au mieux. Tu peux directement nous contacter si tu as des questions, si tu veux témoigner de ton expérience ou si tu veux tout simplement discuter. ers@univ-lyon1.fr. Prends bien soin de toi et à très vite.